Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien arrivés ou vous êtes en train d'arriver. Je vois qu'il y a déjà 17 personnes, donc je suis ravie que vous soyez là. Est-ce que, avant de commencer, parce que je suis quelqu'un qui ne fait pas encore beaucoup de webinaires, c'est même le premier, est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat pour voir s'il fonctionne, si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous voyez bien aussi la présentation, enfin que tout fonctionne. Et le chat aussi, j'en profite pour vous dire merci Stéphanie, merci Sophie. Séverine, t'as pas de son, les autres, ça a l'air de fonctionner. Bonjour Tiffany, je reconnais des personnes connues et que j'apprécie, donc merci d'être ici. Le chat, au cours du discours du webinaire, je vous mettrai aussi quelques liens. Et puis surtout, vous aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la présentation, de les poser dans le chat. Et j'y reviendrai pendant la session de questions-réponses. On va essayer de se garder pas mal de temps pour cette session-là, justement. Et je remonterai vos questions à ce moment-là. Du coup, il y a encore du monde qui arrive, mais je vous propose de commencer tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Et bonjour Diane. Là aujourd'hui, mon but c'était de revenir. En fait, je vous avais invité, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui étaient déjà là il y a 6 mois, c'était mi-avril. Solam a été créé mi-mars. Incroyable, le jour de mon anniversaire, même le 19 mars. Et en fait, j'ai vraiment commencé à pratiquer à partir de mi-avril. Donc, on va dire que c'est plutôt que 6 mois de bilan, de perspective, c'est 5 mois. Mais bon, sur ce qui s'est passé, en fait, là, sur les démarrages de Solam. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais d'abord me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent aujourd'hui. Je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation, mais j'ai plusieurs casquettes quand même parce que je suis aussi éco-éthologue. Enfin, j'ai fait une thèse universitaire en éco-éthologie des primates. Après un master 2 en éco-anthropologie. Donc, vous voyez, j'ai une double casquette avec avec mon côté véto et les sciences plus de l'homme, mais en fait de l'homme, de l'animal. Et en fait, c'est ça vraiment qui m'intéresse dans ma pratique actuelle aussi, c'est la relation entre les humains et les animaux. Et donc aujourd'hui, je distribue mon temps de travail entre Solam, évidemment, qui me prend beaucoup, beaucoup de temps et pour lequel je suis investie à 200%. Et d'autres activités. Je suis aussi rédactrice spécialisée au Point Vétérinaire depuis plus d'1 an maintenant. Un métier que j'aime, que j'apprécie fortement aussi. Et sur le côté justement primate, chimpanzé, en fait, j'étudie des chimpanzés en Afrique de l'Est, dans une région d'Ouganda qui s'appelle Bulindi. Et donc, je travaille en association avec des chercheurs plutôt anglais de l'université d'Exeter et d'Oxford Brookes. Et puis un projet local qui s'appelle The Bulindi Chimpanzees and Community Project. Et je fais aussi partie de la Société francophone de primatologie. Je gère aussi une revue spécialisée en primatologie, avec d'autres collègues évidemment, que je salue. Et donc, on ne parlera pas du tout de cette partie-là, mais c'est vraiment pour vous montrer cette connexion. En fait, mes sujets de recherche en primatologie sont aussi liés à cette relation entre les humains et les animaux sauvages. Et ce qui me passionne dans Solam, c'est aussi ces relations entre les humains et les animaux domestiques ou familiers. J'en profite aussi pour vous dire que c'est mon premier webinaire au nom de Solam, mais j'en ai réalisé un. J'ai été invitée en fait de Veto Network par Grégory Santaner, qui est aussi mon associé, vous verrez chez Solam, qui est disponible en replay en allant sur la chaîne YouTube de Solam, qui est encore une toute petite chaîne avec peu de choses, mais qui va s'implémenter au fil des mois. Et si vous voulez pas louper les prochains replays des prochains webinaires, parce que je suis partie pour faire un webinaire par mois à destination principalement des professionnels pour le moment. Après, il y aura peut-être certains webinaires plus pour les particuliers. Mais en fait, tout le monde peut être là. Ce que je raconte peut être entendable et partagé par tout le monde. En tout cas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui permettra de se tenir au courant de ces webinaires au fur et à mesure. Bonjour Olivier, je te vois arriver parce que j'envoie un petit lien sur le chat. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aborder une présentation que je vais essayer de faire succincte sur Solam. Vous reposerez des questions si vous en avez. Je vais vous donner quelques chiffres sur les 5 premiers mois d'activité.
Je vais vous parler des fins de vie à domicile, ce qui pour moi me représente certains défis et en tout cas la reconnaissance que j'ai à travailler chez Solam aujourd'hui. Les partenariats que je monte avec les équipes vétérinaires, vous verrez sur certains services de Solam. Et puis après, on fera une petite session questions-réponses. Alors, la présentation de Solam. En fait, je voulais d'abord vous raconter un petit peu mon histoire, d'où j'en suis arrivée à créer une activité exclusivement dédiée, parce que c'est ça Solam, hein, c'est vraiment une entreprise qui est exclusivement dédiée autour de l'accompagnement de la fin de vie des animaux familiers. En fait, dans mon histoire, donc moi, je suis chercheuse sur une partie de mon activité et j'ai été vétérinaire salariée aussi dans 2 structures vétérinaires, enfin une structure qui s'appelle Anikoun Vétérinaire en Bretagne Sud, près de Lorient. Et pendant mon activité de salariée qui a duré 7 ans en tant que véto-praticienne exclusivement en canine, les consultations de fin de vie, c'était pas des consultations de prime abord qui me rebutaient. J'avais toujours un peu de mal à me positionner, je cherchais mes marques, j'essayais des choses, mais en fait, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, où je me suis dit, on peut vraiment aller plus loin dans ces moments de fin de vie, où en fait, c'est le moment justement de sublimer les liens qui existent entre l'animal et sa famille. C'est quand on a eu une formation autour de l'accompagnement de la fin de vie au sein de chez Anikoun et qu'on a monté un groupe de travail où on était EVETO et ASV, un petit groupe pour travailler sur nos pratiques d'accompagnement de la fin de vie au sein de ces structures vétérinaires Anikoun et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on peut essayer de faire beaucoup de choses. Et on a testé déjà beaucoup de choses chez Anikoun. Je les remercie parce qu'en fait, ils m'ont donné l'envie de continuer et ils m'ont permis aussi de le faire dans de bonnes conditions à ma sortie de chez Anikoun. Et en fait, probablement depuis plus longtemps, je me pose des questions par rapport au lien qu'on peut avoir avec le décès, avec la mort, la confrontation à la mort, qu'est-ce que ça signifie, les rituels, etc. Et notamment par mes voyages. Donc, je vous ai expliqué, je travaillais beaucoup en Afrique de l'Est, en Ouganda. Et je me suis rendu compte que et en Afrique de l'Ouest aussi, j'ai voyagé même à partir de mes 18 ans en Afrique parce que je suis passionnée de ce continent, en tout cas de l'Afrique centrale. Et je me suis rendu compte de ce lien au décès, au défunt qui était complètement différent entre nos sociétés occidentales et puis d'autres sociétés. Et qu'en fait, il y avait beaucoup plus de simplicité, de lien aux défunts. Là, j'ai vu des personnes, les défunts sont présentés, restent dans des chambres, dans des maisons. Il y a des cadeaux qui sont faits, on s'occupe du corps, les enfants jouent à côté, etc. Il y a des chants, enfin voilà. Et ce qu'on retrouve pas obligatoirement en France, et encore que c'est marrant, j'ai écouté un webinaire il y a pas longtemps là-dessus, et en Bretagne, là où je vis, c'est déjà un petit peu plus développé, et c'est vrai que ce qui m'a mis probablement je commençais déjà à réfléchir autour de ces questions-là avec Anikoun, et je me posais des questions de vraiment m'engager dans la fin de vie et de faire une société à part entière. Et mon grand-père, pardon, est décédé il y a 2 ans, un été. Et en fait, mon papa et mon cousin, qui sont tous les 2 infirmiers à domicile, se sont occupés de lui à la maison avec ma grand-mère, puis avec le reste de famille, moi, mon frère, ma maman, qui se déplaçaient, et puis mon oncle, ma tante, qui se déplaçaient régulièrement voir mon grand-père. Et en fait, cette fin de vie a été d'une douceur incroyable. On a pu lui dire au revoir, le voir à la toute fin de sa vie. Il était accompagné, il y avait quelqu'un à côté de lui au moment de son décès, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, en fait, ce que vient de faire mon papa et Simon, mon cousin, c'est exactement ce que je veux essayer de faire aussi à domicile pour les animaux et pour leur famille. Et en fait, à l'issue d'un congé parental où en fait j'ai réfléchi à plein de choses, etc. pour mon deuxième petit garçon, je me suis lancée et j'ai créé Solam. Et en fait, Solam, qu'est-ce que c'est? En fait, je suis partie du constat que l'animal dans la famille tenait une place très importante. Il y a quand même, la plupart d'entre vous, vous connaissez probablement ces chiffres-là, hein, que 97% des personnes ressentent un attachement profond à leur animal. Et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que pratiquement 90%, donc c'est énorme aussi, à la mort d'un animal, cette mort-là a été aussi difficile à supporter que celle pour un proche humain. Et en fait, quand on s'intéresse un petit peu plus près à l'acte d'euthanasie en clinique vétérinaire, vous êtes pas mal de vétérinaires présents ici aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on peut faire ça. Je vous ai préparé un petit comme ça, je vais mieux me rendre compte aussi. Je fais un petit stop. Je vous envoie un petit questionnaire juste pour savoir qui vous êtes, pour savoir si vous êtes véto, ASV, si vous venez du secteur professionnel animalier.
du secteur funéraire, vous êtes simplement propriétaire d'animaux ou autre chose que je n'aurais pas imaginé. Je vous laisse noter pour se rendre compte quelques secondes. Donc, en effet, c'est assez disparate. Enfin, mais à l'image des gens qui me suivent aussi sur les réseaux, parce que je suis pas mal sur les réseaux et c'est top. Donc, il y a à peu près 30% de vétérinaires on va dire presque 50% de vétérinaires ASV, 20% de secteur animalier, il y a un tout petit peu de funéraire, il y a deux personnes et quelques propriétaires d'animaux. Ok. Je ferme l'enquête, merci pour ça. Oui, donc ce que je voulais vous dire sur l'euthanasie, donc en cabinet vétérinaire, il y a 50% des propriétaires qui trouvaient qu'il y aurait eu des points à améliorer sur la prise en charge de la fin de vie de leurs animaux. Et il y a seulement 4% des personnes qui se sont senties accompagnées dans leur deuil par l'équipe vétérinaire. Donc, en fait, je vous mets ces chiffres-là pour vraiment se rendre compte on a une marge de manœuvre qui est énorme. En fait, les gens se sentent seuls. En plus, le deuil animalier, c'est un deuil qui est incompris, qui est peu parlé, qui est tabou. Les gens s'isolent dans leur souffrance après le décès de leur animal et même avant, en fait, pendant toute la prise de décision sur la fin de vie, etc. Et donc, on a vraiment un rôle à jouer pour les équipes vétérinaires. Et en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la santé mentale des équipes vétérinaires prend un coup. C'est pas rien de donner la mort, d'accompagner des familles autour de ces moments de fin de vie, des décisions qui sont difficiles, qui sont importantes à prendre. Il y a un soutien émotionnel à apporter qui, parfois, par manque de temps, par manque d'aisance dans ces situations, c'est des situations qui sont difficiles à supporter pour les équipes aussi, même s'il y a beaucoup de monde qui fait plein de choses bien et je félicite ma profession pour ça parce qu'on est des gens qui essayent toujours de s'améliorer, de réfléchir à ses pratiques, etc. Il y a quand même un vétérinaire à temps complet gère 60 fins de vie par an. D'autant plus, à chaque fois, je pense aux assistantes vétérinaires qui, à l'accueil, elles, ont plusieurs, par exemple, vétérinaires qui gèrent plusieurs fins de vie à la journée et elles gèrent aussi ces fins de vie-là à l'accueil. Enfin, voilà. Et en fait, la confrontation à la mort, c'est considéré comme un facteur de burn-out dans la profession. Donc tout ça pour vous montrer que mon constat, c'était vraiment que si je veux m'intéresser à la fin de vie des animaux domestiques, je m'intéresse évidemment à l'animal, mais aussi à sa famille et aussi aux équipes vétérinaires soignantes qui sont liées à ce couple. Et donc, vraiment, la raison d'être de Solam, c'est la volonté de proposer des accompagnements dignes et respectueux qui honorent la vie et la mort pour le bien-être des animaux, des familles et des équipes vétérinaires. Et je dis bien la vie et la mort dans cette raison d'être, parce que pour moi, vraiment, je le répète souvent, même aux gens que j'accompagne, c'est que la mort, c'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance. Donc, la mort, ça fait partie de la vie. Et donc, quand on honore la mort, on honore autant la vie. Pour vous, très rapidement, puis après on passe à la suite, la démarche Solam, pour que vous la compreniez, que vous vous rendiez compte de ce que j'ai essayé de mettre en place, et ce que j'ai essayé, je le fais, c'est vraiment de travailler avec une partie en amont du décès, une partie pendant le décès et après le décès. En amont du décès, c'est vraiment de proposer des consultations qualité de vie, des traitements, des thérapies complémentaires, des soins de confort, et vraiment d'être dans le soutien émotionnel des familles. Ça passe aussi par la mise en place d'entretiens en visio, d'aide à la prise de décision, avec la délivrance d'un compte-rendu, d'un livret, d'aide à la prise de décision. Je vous reparlerai plus tard des entretiens pour vraiment que vous vous en rendiez compte. Pour le pendant, c'est des soins à domicile, c'est des euthanasies à domicile. Donc, je me déplace dans la région de Lorient avec des protocoles qui sont adaptés principalement de recommandations anglo-saxonnes. Ils sont quelques années d'avance sur nous par rapport à ces questions d'accompagnement de la fin de vie. Et donc je fais de la préparation du corps, je remets les souvenirs, des phases de recueillement, transport, conservation, lien avec les pompes funèbres animalières, un peu comme ce que font évidemment les cliniques vétérinaires, mais à domicile. Le après, c'est vraiment de l'aide au deuil animalier. Donc là, à nouveau, ça passe par la mise en place d'entretiens en visio,
la mise en place, je propose des hommages, l'organisation de cérémonies. Bientôt, pas encore mis en place parce que j'ai du mal à tout mettre en place en même temps, mais ça va arriver. J'aimerais organiser des cafés Solam où vraiment je mets en lien des personnes qui ont perdu leurs animaux pour qu'ils discutent, pour qu'ils échangent, parce que souvent, en fait, on se rapproche encore plus de personnes qui vivent la même chose au même moment. Et j'établis, pareil, j'ai un livret, des courriers de courtoisie avec les vétérinaires traitants, etc. Je travaille pour le domicile dans la région Bretagne Sud principalement. Après, je suis appelée parfois un peu plus loin. Je suis déjà allée à Rennes, etc. Et dans la France entière pour les 2 entretiens que je propose, qui sont de l'aide à la prise de décision et de l'aide au deuil animalier. Depuis septembre 2024, on a agrandi l'équipe. Donc déjà, je vous présente Grégory Santaner, qui est aussi associé chez Veto Network, chez Dr Platoon et chez Annicoune Vétérinaire, chez qui je travaillais avant, qui s'est associé avec moi pour m'aider à développer Solam et à mettre en place tout ce que je viens de vous présenter. Depuis, j'ai Linda aussi qui travaille avec moi depuis plusieurs mois sur tout le démarrage de Solam et qui m'a beaucoup aidée, et je me fais accompagner maintenant de Florine et de Stéphanie qui m'aident pour le côté administratif et Stéphanie pour les réseaux sociaux. J'ai vu que Stéphanie était présente là avec un petit clin d'œil. Je te salue, Stéphanie. Et donc vraiment, donc c'est que toutes les 3, ce sont des freelances qui travaillent pour moi, et c'est super. Enfin voilà, donc je commence à ne plus être toute seule dans cette aventure et c'est chouette pour moi. Je vais vous donner quelques chiffres sur ces 5 mois d'activité. Donc j'ai à peu près 9 entretiens en visio par mois et à peu près 9 consultations à domicile, dont la moitié sont des euthanasies. Les autres, c'est des consultations qualité de vie. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui sont encore petits, qui montent. Mais ceci dit, avec toutes les autres activités que j'ai, et puis le développement, communication et tout, je suis bien occupée, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est amené à croître et voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les vétérinaires traitants, donc que ça soit dans toute la France ou sur le domicile dans la région de Lorient, j'ai 15% des entretiens en visio qui m'ont été référés en fait par des vétérinaires, d'autres vétérinaires, et 60% des euthanasies que je réalise à domicile me sont envoyées aussi par les vétérinaires du coin. J'ai, dans ces 5 mois d'activité, ça a été extrêmement puissant, fort. Enfin, j'ai beaucoup de sollicitations sur les réseaux sociaux, de journalistes, de partenaires. Donc, je remercie toutes ces personnes-là. Ça fait quelque chose de très riche, et ça montre bien l'attente forte qu'il y a de la part en fait et des structures vétérinaires, des ASV, à évidemment les propriétaires d'animaux, je sais que là il y a beaucoup de personnes du secteur animalier aussi, que ce soit pet-sitter, éducateurs comportementalistes, toutes ces personnes qui travaillent autour de l'animal et qui sont évidemment tout le temps en lien aussi avec des familles qui sont dans des moments de fin de vie de leur animal, de deuil, etc., qui doivent gérer ça. Donc, on est tous dans le même bateau, je dirais. Vous allez me demander comment justement pour les entretiens en visio, les vétérinaires me connaissent, etc. En fait, et comment ils me réfèrent. J'ai créé des flyers qui sont que vous pouvez distribuer en fait aux familles qui viennent chez vous et que je peux vous envoyer gratuitement, bien sûr, si vous m'envoyez votre adresse postale et le nombre de flyers que vous voulez. Je vais vous mettre juste là pour accéder, pour commander des flyers dans le chat. Et puis, si vous voulez encore plus simplement, je peux vous faire une petite enquête. Là, j'ai préparé une petite enquête où je vous demande si vous voulez que je vous recontacte par mail pour l'envoi de flyers. N'hésitez pas à mettre. Et puis, je vous recontacterai dans la foulée. C'est des flyers que vous pouvez. Je vous envoie une petite lettre aussi pour vous expliquer comment vous pouvez justement les proposer aux familles, parce que c'est pas tout le temps facile de trouver exactement le moment, etc. Mais je vous explique ça dans la lettre. Et des fois, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand on n'ose pas obligatoirement proposer ce type de soutien, et on se dit, cette personne-là, non, je pense pas que ça va lui parler, etc. Et on est parfois très étonné
des personnes qui en ont besoin. En fait, faut pas obligatoirement mettre d'étiquette sur les personnes. Et en fait, je pense que même c'est sur ma diapo suivante. Ah non, sur la suivante, j'y reviendrai parce qu'en fait, les personnes que j'accompagne, notamment sur les euthanasies à domicile, je m'attendais à avoir une certaine type de personnes, peut-être même catégorie sociale, parce que j'ai quand même des tarifs qui sont plus élevés qu'en clinique, avec le domicile, avec les consultations que j'apporte qui sont sur du temps long. Je passe 1 heure à 1 heure et demie à domicile avec les gens. Et en fait, nous, j'ai vraiment tout type de personnes, c'est complètement extrêmement disparate. Et d'ailleurs, ça s'observe bien sur ce schéma-là que je vous mets, où j'ai essayé de regarder sur les premières euthanasies que j'ai réalisées, quel type de devenir du corps ont choisi les personnes que j'accompagne. Est-ce qu'il y a une crémation avec une cérémonie? Ça veut dire que les gens se déplacent sur place au crématorium animalier pour voir une dernière fois leur animal et pour assister à la crémation. Les crémations individuelles, c'est que le corps de l'animal est crématisé et incinéré seul, dans une cellule seule. La crémation plurielle, c'est que le corps de l'animal est crématisé avec d'autres animaux de compagnie, chiens, chats, et puis plus rarement, mais c'est aussi NAC, lapin, cochon d'Inde, etc. Et l'inhumation, c'est les personnes qui choisissent de garder le corps de leur animal et malgré que ça soit plus autorisé, enterrer l'animal chez eux. Et en fait, vous voyez, c'est complètement équivalent aussi sur les personnes que j'accompagne, donc avec des choix funéraires qui sont vraiment, tout peut arriver. Sachant que en clinique, par contre, la différence probablement en clinique, c'est que la crémation avec cérémonie, j'en ai quand même beaucoup plus, 22%, alors qu'en clinique, alors peut-être que des gens qui du funéraire, s'ils sont là, j'ai pas vu, peuvent me dire un petit peu plus, mais je crois que c'est plutôt vers moins de 5%, voire 2%, 3%, et même 3%, c'est beaucoup. Enfin voilà. Je travaille aussi environ 2%, nous dit Nicolas, qui travaille chez Animacare. Merci Nicolas. Donc voilà, c'est probablement ça la plus grosse différence chez Solam aujourd'hui. Ouais. Je travaille avec les 3 crématoriums qui sont mis à gauche, là, Animacare, Estima et Céleste. Et ça, je suis contente en fait de travailler avec ces 3 crématoriums. Ça veut dire que je peux envoyer demander des crémations avec ces 3 partenaires qui sont à peu près à équidistance de chez moi. Et je parle de Crémalis parce que bientôt je vais rencontrer une autre pompe funèbre animalière qui s'ouvre dans le Finistère, qui vient juste de s'ouvrir. Alors, je voulais vous parler un petit peu des fins de vie à domicile, de ce que je rencontre comme défi et comme reconnaissance. En fait, comme défi, ça va. J'en rencontre pas tant que ça, ou en tout cas, c'est des défis, mais qui sont que je ne déteste pas complètement appréhender. Je pense qu'il faut des compétences importantes dans le lien à l'autre, dans le soutien émotionnel, ça c'est sûr, parce qu'en fait, on est dans l'intimité tout de suite, on rentre chez les gens. C'est ce que je vous disais, chez des gens, mais complètement différents, avec des maisons différentes, avec des chambres différentes, avec des structures familiales différentes. Probablement là où moi je suis le plus touchée, ou alors c'est plutôt quand je quitte ces personnes-là au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, je me dis vraiment, je les laisse seules. C'est vraiment pour les personnes isolées ou les personnes malades qui sont elles-mêmes dans des situations compliquées de fin de vie, où je repars avec le corps de leur animal qui était tout pour elles. Bon, là, pour moi, je trouve que c'est vraiment la plus dure émotionnellement. D'ailleurs, je vous ai mis les formations que je réalise, et j'ai été formée en accompagnante au deuil par l'organisme Happy End. J'ai encore une formation là à l'automne qui commence. Voilà, c'est important pour moi de pouvoir répondre justement sur ce soutien émotionnel de façon adéquate. Et après, voilà, il faut s'adapter à des conditions, j'appelle dégradées, parce que évidemment, quand on est en clinique ou en cabinet vétérinaire, on a de l'aide justement de nos super assistantes vétérinaires. On a s'il nous manque des choses, il y a toujours de la réserve de produits, de matériel, etc. Ce n'est pas le cas quand on est à domicile, quand on est accroupi près d'une table, ou dans une toute petite chambre, ou quand il y a des enfants qui sont juste à côté. J'ai fait des erreurs que je vais plus répéter. Une des erreurs qui me vient à l'esprit tout de suite, ça va être je suis
une fois, je suis allée, en fait, même la famille où il y a cette photo-là, en fait, je suis arrivée et j'ai sonné à la porte et j'ai entendu les enfants crier derrière la porte parce qu'ils m'attendaient et qu'ils ont entendu la sonnette. La sonnette, ça a retenti, là, c'est la mort qui arrive, c'est Marie qui arrive. Enfin, voilà, c'est dur. Et donc, généralement, maintenant, je frappe doucement ou alors, voire même quand il y a des familles, je laisse un message ou j'appelle sur le téléphone des parents pour que l'entrée soit plus douce, vous voyez. Donc, c'est des petits détails comme ça du domicile qui sont à adapter et qui sont différentes de ce que j'avais déjà connu en clinique. Après, évidemment, ça, je pense que je dédierai un webinaire là-dessus dans pas longtemps sur le fait que pour les personnes qui ne sont pas vétérinaires, à la fin après une tranquillisation de l'animal, on pousse un produit qui va aller arrêter le cœur, en fait, qui va faire mourir l'animal, l'euthanasiant, hein, qui est pourtant un anesthésique, mais qu'on dose comme il faut pour entraîner la mort. Et ça, on a besoin de le mettre en intraveineuse, dans le sang directement. Et en fait, parfois, on a un animal déshydraté ou qui est vraiment en fin de vie, ou alors on n'arrive pas à poser de voie veineuse. On n'arrive pas à mettre ce petit dispositif dans la veine, ce cathéter, pour accéder à la voie veineuse. Il faut connaître très, très bien les voies alternatives, il faut les maîtriser, etc. Donc, tout ça, c'est des défis qu'il faut avoir d'autant plus en domicile qu'en clinique parce que, voilà, on est seul, on va pas repartir avec l'animal anesthésié là pour trouver de l'aide, pour avoir un collègue qui pose finalement la voix sur un autre membre, etc. Donc, il faut se débrouiller et ça, avec douceur, tranquillement. Je dirais que l'avantage, c'est que en domicile, justement, on est tranquille, on a le temps, même si finalement, je fais une injection dans le foie, en intrahépatique, ça prend plus de temps pour que l'animal décède, mais on est tranquille, on est ensemble, on est à côté. J'utilise beaucoup la voie sous-cutanée aussi pour les tranquillisations. Mais ça, je vous promets que je ferai un webinaire là-dessus. La question récurrente qu'on me pose, que ce soit les vétérinaires qui sont intéressés à cette pratique exclusive sur l'accompagnement de la fin de vie, les ASV ou les familles, c'est comment faites-vous pour faire cette activité tous les jours? Souvent, à la fin du rendez-vous, moi, j'ai des gens qui me disent « Mais comment vraiment vous faites ça? C'est super, merci 1000 fois, mais vous allez fatiguer, quoi. » Et en fait, depuis le démarrage de Solam, j'ai décidé d'être accompagnée par une psychologue clinicienne. Et je fais à peu près un rendez-vous tous les 1 mois et demi, 2 mois, pour faire un état des lieux. Déjà une supervision pour les cas où que j'aurais rencontré, qui me pose question, etc., vu qu'elle a une formation de psychothérapie, alors que, en psychologie et pas moi. Et pour moi aussi, donc c'est super et j'adore ma psy et voilà, je voulais vous dire ça. Et c'est une ressource de protection pour moi-même qui me convient, même si en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis très heureuse de ce que je fais aujourd'hui. En fait, je vis des moments uniques, intimes, que ça soit à domicile ou en visio, je vous en reparle tout de suite après, parce que c'est vraiment la raison d'être de Solam, ma vision, c'était vraiment d'amener de la beauté dans le lien. C'est bizarre de dire beauté, mais c'est ça qui ressort vraiment, c'est que une fin de vie, plus elle est mieux préparée, mieux elle est accompagnée et mieux elle se vit. Ça enlève pas la douleur, mais en fait, ça permet d'être plus en accord avec le lien qu'on avait avec notre animal, avec nos valeurs profondes, que ça soit pour les miennes et celles des familles. Et en fait, ça amène énormément de beauté, de douceur et de reconnaissance pour moi-même. C'est un respect des individus, c'est soutenir émotionnellement. Finalement, on n'a pas obligatoirement le temps et l'aisance en clinique et malheureusement, mais c'est qu'on a beaucoup de travail en clinique et en fait d'avoir ce temps, moi, que je me dédie que à ça, c'est super. Avec des relations intenses qui s'installent. Il y a des gens qui me disent, en tout cas je vous le répète parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, vous allez dire ça met la pression, mais pas trop en fait, moi ça ne me la met pas, qui me disent mais là maintenant aujourd'hui Marie, vous êtes une personne qui fait partie de la vie de notre famille, de ma vie, et je me souviendrai toujours de vous.
Et en fait, c'est marrant parce que, petite anecdote, c'est exactement moi ce que j'ai dit à la sage-femme qui m'a accompagnée à la dernière naissance de mon fils. Et quand je vous disais que je compare vraiment la mort et enfin le décès et la naissance, c'est vraiment ça, c'est des moments assez forts, initiatiques de nos vies. C'est les seuls trucs qu'on vivra en commun d'ailleurs entre tout le monde et avec nos animaux aussi. Et en fait, c'est vraiment d'apporter ce soutien à ces moments clés et ça change vraiment beaucoup de choses. Et à nouveau, dans ma pratique, en fait, je suis assez libre dans comment je choisis mes temps de consultation. J'ai jamais la pression de la montre sur mes accompagnements à domicile notamment. Donc voilà. La reconnaissance, j'en ai énormément avec des avis Google puissants. Je peux vous mettre, si vous avez le temps, l'envie d'aller voir quelques témoignages, je vous mets un lien ici que j'ai recopié en fait sur mon site internet, les avis Google. Et en fait, il y a beaucoup de vétérinaires et je pense que vous pourrez témoigner dans le chat. On a énormément de reconnaissance quand même sur ces accompagnements de fin de vie quand ils sont bien faits en clinique, en cabinet aussi, avec des gens qui amènent des lettres, des chocolats, etc. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai énormément de cadeaux très authentiques, enfin très intimes. Vous voyez, là, j'ai eu même en bas à gauche des cadeaux pour mes enfants qu'une personne avait pris le temps de confectionner pour eux. On m'achète des vêtements, une écharpe. On m'envoie des livres qui sont hyper spécifiques de ce que je fais, de ce que je prépare. Donc, c'est des cadeaux qui sont extrêmement touchants et qui montrent en fait, je trouve, ce lien très spécifique qu'on essaye de créer au sein de Solam. Et enfin, je voulais juste finir avec cette partie-là, et puis après, on passera aux questions. Voilà, ce que je mets en place avec les équipes vétérinaires, parce que c'était peut-être pas clair sur le démarrage là. En fait, je vais vous parler plus spécifiquement des entretiens en visio. Donc ça, c'est les entretiens pour l'aide à la prise de décision. J'ai aussi un entretien qui s'appelle écoute et conseil, qui est un petit peu, voilà, où on peut parler de tout. Et les entretiens d'aide au deuil animalier qui se font après le décès de l'animal. C'est des entretiens qui durent 45 minutes sur Google Meet. J'envoie un compte-rendu assez complet de ce qu'on s'est dit, de ce qu'on a échangé pendant cet entretien. J'envoie aussi un livret adapté sur l'avant ou l'après le décès, d'une vingtaine de pages peut-être, avec des ressources, des liens, des podcasts, des textes, enfin voilà, des échelles de qualité de vie, des dessins à remplir. Voilà. J'ai aussi un livret spécifique pour les enfants. Et la possibilité aussi pour les familles de publier un hommage après le décès de leur animal sur un mur des hommages qui est aussi sur mon site, que vous pourrez aller voir. Et en fait, j'avais beaucoup d'appréhension à proposer des entretiens en visio au démarrage. En fait, c'est plutôt Grégory Santaner qui est très réseaux sociaux, numérique, etc., qui m'a dit « Mais non, tente Marie, essaye, tu verras bien. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas, mais essaye. » Et parce que je me disais, c'est une matière sensible, tout ce qui est autour de la fin de vie, de la maladie, de l'âge avancé, du vieillissement, du décès. Je ne vois pas comment je peux créer du lien et que ça se passe bien en visio avec des gens que je ne connais pas, où je n'ai jamais vu en réel, quoi. Et en fait, ça fonctionne très bien. Je vois un cœur de Tiffany. En fait, Tiffany, c'est une personne que je rencontre assez régulièrement pendant ces entretiens. Et voilà, et il y a Carole, je vois, qui a l'air de noter quelque chose. Carole, que je connais bien aussi. Et en fait, ça fonctionne très bien, avec beaucoup d'émotions. Évidemment, il y a des pleurs des familles, mais de moi aussi, parfois, pas tout le temps, hein, je vous rassure, mais voilà. Je vois les familles, je peux voir les amis, je vois les animaux qui sont présents quand ils sont encore là, on me les présente. Il y a une facilité d'échange qui est énorme. Et en fait, j'aime beaucoup ces entretiens-là qui amènent énormément de choses contre toute attente. C'est une de mes plus grosses surprises depuis le démarrage de Solam. La deuxième, c'est quand même, je reviens un peu en arrière, c'est le côté où je pensais pas que les vétérinaires allaient me recommander. Et il y a quand même 15% de ces entretiens-là où c'est des vétérinaires qui m'ont recommandé et 60% des fins de vie à domicile aussi. Et en fait, je m'attendais pas à ça. C'est une super surprise aussi, comme quoi la profession se rend très, très bien compte des besoins qu'il y a et de ce que Solam peut apporter. Donc, j'en profite pour vous remercier très fort. Les sujets que j'aborde lors des entretiens, parce que c'est souvent des questions quand même pour les vétérinaires, et pareil, je prévois un webinaire qui sera vraiment pour expliquer de A à Z, d'ailleurs, je vais vous proposer en fait.
comment se passe un entretien. Mais vraiment, vous voyez, j'ai mis quelques mots qui me paraissaient les mots les sujets que j'aborde le plus fréquemment. C'est vraiment, je ne prends pas de décision ou je ne prends pas la place du vétérinaire traitant parce qu'en fait, tous les animaux que j'accompagne, même à domicile, hein, ils ont leur vétérinaire traitant. Je ne suis pas vétérinaire traitante de ces animaux et donc je ne fais que de l'accompagnement en plus. Et donc moi, je ne me substitue pas du tout au conseil, à ce qui va être amené en prescription de médicaments, etc. par les vétérinaires traitants. Je ne fais finalement que de l'éducation, de la sensibilisation, du soutien émotionnel autour de ces périodes de vie de l'animal. Et donc, on va parler beaucoup de dignité, de qualité de vie, de soutien, de respect. On parle des émotions, évidemment, de l'amour, de la tristesse, de la culpabilité qu'on peut avoir avant, beaucoup après. On parle de deuil anticipé, enfin, de où est-ce qu'on se place par rapport à notre vision de la vie, de la mort, de l'euthanasie. C'est vraiment ces questions-là qu'on se pose. On parle de dignité. Qu'est-ce que c'est la dignité pour moi, pour ma famille, pour mon animal, finalement? Donc, c'est quoi le curseur, etc. Et pour vous expliquer un peu tout ça, dernièrement, il y a 15 jours peut-être, il y a une vétérinaire dans la région parisienne qui a proposé à une famille de m'appeler pour de l'aide à la prise de décision. Et c'est un peu ça aussi, c'est parfois, et en fait je vous explique ce cas-là parce que les vétérinaires, parfois en clinique, on fait du mieux qu'on peut et on accompagne les familles souvent très bien, mais des fois, pareil, on manque un petit peu de temps. Ou parfois, on se dit qu'une une deuxième personne qui a aussi un autre avis va faire avancer les familles dans leur prise de décision, va les accompagner et ça peut aider en fait la clinique, l'équipe soignante vétérinaire, que ce soit vétérinaire ou ASV. Et en fait, c'est ça qui s'est passé parce que j'ai eu cette famille-là. C'était un couple avec Massimo, ce petit chien. Donc, tous les trois ensemble. Il y avait Massimo qui était allongé, qui était vraiment en fin de vie. Et son euthanasie à Massimo était même l'après-midi même, enfin le midi même. Et en fait, donc, on a rediscuté de tout ce qui allait se passer, de comment se sentait cette famille-là, de qu'est-ce qu'ils avaient fait pour dire au revoir à Massimo. Enfin voilà, on a vraiment préparé ce moment pour que les familles deviennent actrices de ce moment, pas qu'elles soient juste passives, qu'elles accompagnent vraiment leur animal dans ce moment de fin de vie. Et en fait, j'ai eu la surprise à 13h30, 14h d'avoir un coup de fil de la vétérinaire qui avait réalisé l'euthanasie en début d'après-midi. Et elle m'a remerciée parce que quand elle avait parlé de Solam et de moi, elle savait que ça allait probablement amener du bien pour Massimo et pour sa famille, mais elle n'avait pas imaginé que à elle-même, ça allait lui apporter beaucoup. Et en fait, elle m'a dit vraiment qu'elle s'était sentie accompagnée aussi par moi et que ce moment de l'euthanasie, en fait, elle était avec le couple Massimo et même moi qui étais un petit peu derrière parce que en fait, elle n'était pas toute seule à avoir pris cette décision avec la famille conjointe. On était plusieurs ensemble à avoir réfléchi à cette fin de vie, à l'avoir préparée. Et elle avait trouvé les personnes, évidemment, complètement en phase avec leur décision et plus serein. Et elle, ça lui avait rendu aussi ce moment beaucoup plus serein. Je vous remets là d'ailleurs à nouveau, si vous voulez flasher le QR code pour commander des flyers. Je vous remets ça aussi si je me... dans le chat. Et puis après... ça y est, j'ai fini. On va pouvoir passer aux questions. Vous avez bien compris que j'adore ce que je fais depuis 5 mois, que c'est vraiment top. Le prochain webinaire, c'est le 17 octobre. Il sera un petit peu plus spécifique sur de la connaissance, vraiment, plutôt que ce qu'on vient de faire, où c'est du partage plutôt de témoignages et de comment j'ai vécu les choses. Là, ça va vraiment être sur la perte, la mort et l'euthanasie des animaux, comment en parler aux enfants, notamment le jour de l'euthanasie en clinique. Donc voilà, parce que c'est pas toujours évident, on n'est pas toujours à l'aise. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et je crois que j'avais préparé un dernier une petite enquête où en fait pour celui de novembre, je vous propose de me dire si vous préfériez un webinaire sur le deuil animalier. Donc vraiment, qu'est-ce que le deuil animalier, c'est quoi le processus, c'est quoi les spécificités du deuil animalier par rapport à un deuil pour les humains. Et l'autre proposition, c'est comment se déroule un entretien d'aide au deuil de A à Z, comment je le conduis, etc.
Donc voilà, vous votez, je vous laisse un peu voter. Oh là là, il y a du suspense parce que c'est 10-10. Voter pour faire la différence. Bah, c'est très 13 contre 12, 13-13. Bon, bah, je choisirai alors, hein. Ça finit sur 13-13. Eh ben, écoutez, je vous propose je vais remonter le chat pour voir. J'espère que ça vous a plu déjà. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et moi, je vais essayer de reprendre pour voir. Je vous avoue que comme je suis pas une pro du webinaire, j'ai pas trop réussi à regarder en même temps s'il y avait des questions. Je remonte. Alors, en quoi consistent les hommages et les cérémonies post-mortem? Merci Johanna pour ta question. Alors en effet, le but c'est vraiment de faire un entretien ou un temps d'échange avec les familles pour construire ensemble ces hommages. Donc vraiment comment on aimerait rendre hommage à notre animal. Et j'ai envie de dire, il y a des choses toutes simples à pouvoir faire, à pouvoir mettre en place, notamment chez les familles. C'est souvent très important de ritualiser. Donc en fait, moi, je peux apporter des idées de rituels pour les parents, etc. Ça peut être vraiment des choses toutes simples. Hein. C'est de se réunir en famille, d'avoir des galets, de dessiner sur les galets, de les installer dans un endroit du jardin. Ça peut être des choses encore plus simples. Ça peut être de lire un petit texte au moment où on va disperser des cendres. Et puis après, ça peut être un petit peu plus évolué avec des vraies cérémonies qui peuvent se dérouler, par exemple, au crématorium animalier avec voilà pareil, de la musique, du choix de textes. J'ai des textes différents qui peuvent être proposés, etc. Ou des textes qui sont apportés par les familles. C'est vraiment de réfléchir à ce moment, comment on peut le vivre. Ah oui, les accords de Toltec, ok. Eh oui, et il y a Johanna qui nous donne aussi son point de vue sur le fait qu'elle a réalisé la fin de vie, l'euthanasie de ton chat, enfin de votre chat, Johanna, à domicile, et que c'était plus serein qu'en clinique. C'est vrai que le domicile apporte énormément de... On peut faire des choses très bien en clinique. Hein. Je vous ai pas parlé, moi je fais aussi chez Sonam, donc quand je vous ai dit que j'essayais de m'occuper des équipes aussi vétérinaires, je propose des formations en présentiel et tout bientôt en distanciel, enfin début 2025 probablement. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de réfléchir à nos pratiques au sein de structures, de cabinets, de cliniques vétérinaires, de comment on peut améliorer nos pratiques, comment on peut organiser l'espace, comment on peut adapter nos salles de consultation pour que justement ça amène un peu d'intimité, du côté serein du domicile, ou en domicile, c'est beaucoup plus facile parce que c'est directement qu'on est dans ce confort de l'intimité, de ces animaux qui sont beaucoup plus à l'aise chez eux, tranquilles, avec leurs odeurs, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être aménagées, réfléchies aussi en clinique, et c'est ce que je fais avec les cliniques lors des formations. Donc merci Johanna, et puis surtout bon courage et plein de pensées pour vous dans ce moment qui n'est pas facile. Et Carole qui confirme en effet que la visio n'a rien enlevé au soutien que je vous ai apporté, Carole, pendant ces moments de la fin de vie d'Epic. Il va falloir faire les deux, webinaire, je suis d'accord, je pense que je ferai les deux. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le domicile, et j'ai beaucoup de demandes comme ça au final dans les gens quand je vous disais que sur le domicile, sur les fins de vie euthanasie, j'ai des gens vraiment qui ont des attentes probablement différentes quand même aussi, et en effet, il y a des gens qui vont vouloir que je vienne à domicile parce que les personnes elles-mêmes ne sont pas déplaçables. Par exemple, c'est compliqué, leur chien et ça implique pour elles de prendre le bus parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, etc. Enfin voilà, donc c'est plus pour ces personnes-là que je vais me déplacer à domicile parce qu'elles ont un besoin par rapport à elles-mêmes.
Il peut y avoir des personnes, c'est l'animal au contraire qui est pas déplaçable. Vous voyez un animal qui fait 50, 60 kilos, qui ne se lève plus, bah voilà, de l'amener jusqu'à la clinique vétérinaire, de le transporter dans la voiture, de le sortir de la voiture, même s'il y a beaucoup de vétérinaires qui font parfois les euthanasies sur le parking dans la voiture pour pas avoir à transporter l'animal, ça m'est déjà arrivé. C'est quand même beaucoup plus confortable de le faire dans sa salon où l'animal est tranquille, ou dans le jardin parce qu'il est dans le jardin ce jour-là, enfin voilà. Donc il y a ces personnes-là aussi où l'animal est difficilement transportable. On imagine très bien aussi certains animaux, les chats qui ont toujours détesté chez le vétérinaire et donc qui vont être pareil difficilement transportables, ou en tout cas ça amène tellement de stress que d'être à la maison, c'est beaucoup plus simple. Je peux vous raconter une euthanasie que j'ai trouvée, à nouveau, je vous sors le côté de la beauté et tout, parce que oui, je trouve ça beau en fait d'accompagner son animal de cette manière-là. Je suis arrivée un soir chez un couple. Alors il y avait 2 enfants dans cette maisonnée. Les parents ne voulaient pas que les enfants soient présents, donc ils étaient à l'étage, peut-être même avec une grand-mère. En tout cas, j'ai pas vu. Je pense qu'ils étaient à l'étage en autonomie. Et il y avait ce couple-là, et le monsieur, il avait pris sa journée, il n'était pas allé au travail. Et en fait, ce monsieur-là, cette petite chatte, elle avait 18 ans. Il avait même connu sa femme et eu ses enfants en fait bien après la rencontre avec son chat. Donc sa femme d'ailleurs se tenait un peu en retrait, elle respectait énormément cette relation qui était en train de se terminer. En tout cas, la séparation physique allait se faire. Et le monsieur, il avait gardé sa petite chatte qui était vraiment en fin de vie, qui était mourante, contre lui, dans son cou, toute l'après-midi. En fait, elle était chaude. Je pense que même elle s'était déjà refroidie tellement elle était à la fin de la vie. Mais lui, tellement qu'elle était contre ce monsieur-là, elle était chaude de la chaleur de ce monsieur. Et en fait, c'était beau parce que le monsieur, il était sur son canapé. Il y avait un feu de cheminée et moi, j'ai pas du tout bougé cet animal-là. Je l'ai laissé, j'ai fait toute la procédure sur l'épaule du monsieur, tout tranquillement. Et en fait, c'est ça que ça apporte le domicile, quoi. Je suis d'accord avec vous, Johanna, ce côté très pas de stress lié au déplacement et puis surtout de l'intimité aussi pour les gens. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'en clinique, on passe, même si c'est pareil, on peut arranger pour ne pas essayer de passer à l'accueil en ressortant. Il y a des cliniques en fonction des établissements, on peut réussir à faire ça, par exemple, pas partout évidemment. Mais voilà, il y a ce côté où on peut recroiser du monde alors qu'on a envie de croiser personne au moment où on quitte la clinique. Voilà, c'est vrai que c'est plus simple sur le domicile. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Que dites-vous aux personnes qui... J'en vois une qui vient d'arriver. Parfait, Karine, merci. Que dites-vous aux personnes qui, après la perte de leur animal, disent qu'ils ne veulent plus prendre d'animaux car la douleur est trop dure et qu'ils ne peuvent pas le remplacer? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui osent en parler et la poser, cette question-là. Mais finalement, je trouve qu'elle est un petit peu taboue, cette question-là. Il y a peu de personnes qui osent la poser parce que même s'ils ont envie de la poser, ils trouvent ça pas adapté au moment ou à l'après parce qu'ils se disent de se poser cette question-là, peut-être que il y a une culpabilité de vouloir remplacer son animal, voilà, ou au contraire, trop dans la douleur et on n'arrivera pas à le remplacer. Enfin bon, cette question est assez centrale souvent. Et en fait, je pense que le deuil animalier, c'est comme tout deuil, c'est un processus. Ça veut dire en fait, le deuil, c'est la rupture d'un lien d'amour, d'amitié et de plein d'autres choses. À chaque fois qu'il y a la rupture de quelque chose, l'arrêt de quelque chose. Et en fait, donc, elle n'est pas liée à... Et la souffrance, la douleur qu'on va avoir à un deuil, elle n'est pas liée à l'espèce humaine, animale ou autre, elle est liée au lien, à la force du lien qui existait entre deux individus. Mais dès que ce lien-là est rompu, le processus de deuil va se mettre en place, qu'on le veuille ou non. Après, par contre, on va le vivre différemment. Un deuil, c'est singulier. On le vit différemment en fonction de nos histoires de vie, de nos valeurs, de nos croyances, notre spiritualité, enfin voilà. Et du coup, ce que je dis aux gens, pour répondre à votre question, Karine, ou à ta question, Karine, c'est que probablement qu'il faut se laisser le temps, surtout si de prime abord on se dit non, ma douleur est trop intense, j'arriverai jamais à en reprendre un, de toute façon j'arriverai jamais à avoir la relation fusionnelle que j'ai eue avec cet individu-là. Je vais me permettre de parler de Tiffany c'est peut-être qu'elle est encore là, qui avait une relation extrêmement fusionnelle avec sa petite chatte, et je sais que Tiffany elle veut bien que je parle de Diva, et Tiffany elle me dit aujourd'hui c'est impossible, jamais je retrouverai la relation que j'ai eue avec Diva. Mais oui, parce que la relation avec Diva,
là, elle sera unique. Et heureusement, c'est ça qui est beau, la relation qu'on peut avoir avec nos animaux, avec d'autres humains, elle est unique. Après, avec le temps, en fonction du deuil, de comment il se fera, c'est possible qu'un jour, on ait ce petit truc qui revienne toquer à notre porte, ou est-ce que je ne me créerai pas une autre relation, un autre moment. Le risque plutôt, c'est des fois de reprendre un animal un peu trop vite, et notamment de reprendre un chiot ou un chaton qui va arriver avec sa personnalité, ses envies différentes, et des fois avec ses mauvais côtés du chaton qui va déchirer les rideaux, faire des bêtises, le chiot qui va pas être propre, qui va faire pipi, caca, etc. Alors que bon, il y a souvent des problèmes d'incontinence à la fin de la vie d'un animal, mais peut-être que notre animal, à la fin de sa vie, il était tout calme, il était bien éduqué, il ne posait pas de problème, c'était l'extension de mon bras, on se comprenait d'un coup d'œil, etc. Le chiot ou le chaton, il y a tout à refaire. Et des fois, le risque quand on prend un chiot ou un chaton trop vite, mais c'est pareil, c'est pas à critiquer. Si on a cette envie-là, parce qu'on peut, c'est viscéral, il faut le faire. Mais de ne pas attendre la relation qu'on avait avec son animal précédent et d'avoir trop d'attentes sur le nouveau venu qui risquerait même d'en souffrir un peu parce qu'on va le gronder ou râler ou plus facilement parce qu'on sera énervé de certains comportements qu'avait pas notre précédent animal et alors qu'il n'a pas apporté ça, quoi, ce nouvel animal. Je sais pas si je t'ai répondu, Karine, mais voilà. Beaucoup d'humanisme, tout à domicile. Et Séverine, c'est vrai, alors Séverine, c'est marrant, Séverine, c'est une assistante vétérinaire avec qui je travaillais chez Annie Kuhn et que j'apprécie plus. Merci pour ton commentaire, Séverine, où tu dis que c'est un moment hors du temps, le domicile. Exactement, c'est vraiment ça qui se passe en fait. Mais même la visio en fait, c'est des moments hors du temps où on s'autorise à parler de choses, en plus de parler de la mort, du décès, de l'euthanasie, où on se l'autorise pas facilement. Et en fait, moi j'arrive, je mets pas les pieds dans le plat parce que j'essaye de le faire en douceur et de façon bienveillante, etc. Mais en fait, voilà, on discute vraiment de la vie, quoi, et de choses qui nous font j'ai un monsieur, justement, le propriétaire de Massimo, qui est le monsieur, elle m'a dit quelque chose d'incroyablement fort au milieu de l'entretien de visio. Il me dit, c'est fou, mais je me rends compte de choses, là même en discutant avec vous et à la fin de la vie de mon chien, que je me rendais pas compte de tout ce que pouvait nous apporter un animal, de ce lien si fort qu'on pouvait avoir, qui est presque plus fort que pour mes parents. Il avait comparé ce jour-là, etc., qui étaient décédés, ses parents. Et en fait, Massimo lui avait apporté et lui avait appris quelque chose de fondamental encore à la fin de sa vie, quoi. Et oui, j'ai pas de pression, beaucoup moins de contraintes de temps dans ma pratique actuelle, c'est vrai. Et donc Carole qui dit qu'elle a pu accompagner son petit chien qui s'appelait Epic. Bon, Carole, elle a fait un accompagnement incroyable de son petit chien qui était en plus handicapé et donc avec jusqu'au bout de l'euthanasie à domicile, le transport, la crémation le jour même parce que je lui avais proposé ça, d'essayer d'organiser ça, Carole. Elle avait réussi l'après-midi même à aller assister à la crémation et dès le soir, elle était repartie avec les cendres d'Epic. Et sans vous, je n'aurais pas su que cela était possible. Merci, Carole. Stéphanie a dû déjà repartir. Et oui, chaque animal est une nouvelle histoire qui recommence, c'est vrai. Comment explique-t-on le deuil animalier soit un sujet aussi tabou en France? Aucun jour accordé par l'employeur. On m'avait répondu qu'on n'accorde pas de jour pour ce type d'événement. Mais oui, je pense qu'il y a un énorme travail à faire et c'est pour ça que moi, je salue toutes les voix qui s'élèvent autour du deuil animalier. Pourquoi en France on a un peu de retard par rapport à d'autres pays? Ça, je me rends pas trop bien compte. C'est sûr que dans les pays anglo-saxons, il y a de l'accompagnement de la fin de vie sur les animaux qui est plus poussé. Mais je pense que c'est aussi tabou en fait de parler du deuil, de l'après en fait. Les gens arrivent souvent à comprendre pourquoi on est triste le jour, le lendemain, la semaine après le décès de son animal, et puis après il y a des incompréhensions qui se font à plus long terme aussi. Comment on peut être encore triste à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, et en fait tout le temps on pense à notre animal, etc. Et c'est moins bien compris.
c'est très mal compris par les personnes qui n'ont jamais eu d'animaux et ça, je pense qu'il faut pas leur en vouloir. Enfin, moi, en tout cas, je leur en veux pas parce que vous imaginez, hein, moi, j'ai des gens qui ne comprennent pas ce que je fais, quel est mon travail, hein. Mais je leur en veux pas du tout parce que je pense qu'il faut quand même vivre des histoires d'amour avec nos animaux pour vraiment comprendre ce qu'on peut ressentir comme douleur à la séparation, etc. Enfin, disons qu'il faut aimer les animaux et avoir vécu avec eux pour s'en rendre compte, je pense tout simplement. Donc les personnes qui ne l'ont pas encore vécu dans leur vie, je dirais c'est bien dommage et j'espère qu'elles le vivront et puis ne pas leur en vouloir. En tout cas, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est qu'il faut... excusez-moi, j'ai un petit peu le nez qui coule. Les rhumes de la rentrée scolaire de mes enfants. Ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut s'entourer quand même des bonnes personnes, parce que comme il est encore tabou, comme il est critiqué aussi, hein, on va dire qu'on est des personnes trop sentimentales, on fait de l'anthropomorphisme sur nos animaux, enfin, on peut entendre plein de choses. Il y a des phrases qui sont mal dites aussi, des fois même par gentillesse, mais qui sont pas adaptées, comme tu peux peut-être aller passer un coup à la SPA, je peux t'accompagner même, peut-être que tu trouveras un autre animal, enfin voilà. Et donc tout ça, ça peut être compliqué à gérer. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut, en tout cas, en parler, et notamment quand le deuil, voilà, sur plusieurs mois après, à des personnes qui l'ont déjà vécu ou qui le comprennent. Et ne pas aller obligatoirement aller vers des personnes où en fait elles nous compliqueront encore plus notre perception. Et puis ce que je pense, Karine, c'est plus Johanna, pardon, que c'est plus on en parlera et puis plus ça va faire son chemin et ça sera plus simple d'exprimer un deuil après le décès d'un animal. Que pensez-vous de la communication animale à cet instant? Alors, merci Flo de poser cette question-là. J'ai quand même, alors je pense qu'en clinique veto aussi, alors est-ce que les gens osent en parler en clinique veto? Je ne sais pas. En tout cas, moi, comme les gens osent m'en parler et j'ai certaines personnes que j'accompagne qui font aussi de la communication animale avec leurs animaux. J'ai même une collègue veto qui fait de la communication animale et qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait parce qu'en fait, je ne connais pas du tout. Pour être honnête. Moi, souvent, ce que je dis aux personnes, c'est que si elles sentent qu'elles ont besoin de faire cette communication animale, qu'elles le fassent, qu'elles me disent, qu'elles en ressortent. Et puis, moi, j'ai ma façon de voir les choses et d'accompagner qui est différente, mais je pense pas que ça soit à l'opposé. Je pense pas que ça soit à bannir ou quoi. C'est vraiment complémentaire à nouveau. Et voilà. Et moi, j'apporte évidemment, je suis scientifique dans l'âme, etc. Donc, j'apporte des choses aussi très concrètes dans la qualité de vie de l'animal, avec vraiment les signes cliniques liés à la fin de vie. Moi, j'explique souvent aussi aux gens comment un animal décède de mort naturelle ou de mort, ce qu'on appelle de mort palliative, sans euthanasie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et finalement, c'est pareil, c'est un processus comme le processus, et je reviens sur la naissance, comme un processus de naissance où ça va se mettre en place en fait pendant la grossesse, puis après l'accouchement va se passer, et c'est des étapes, etc., avec un enchaînement d'hormones, blablabla. Et le décès, c'est pareil. Et en fait, même 3 mois avant le décès, 3 semaines avant le décès, 3 jours avant le décès, on a vraiment des signes qui nous montrent que la fin de vie approche. Et ça, moi, j'explique ces signes cliniques-là aux gens. Et souvent, ils disent « Ah oui, moi, je commence à voir ça, en effet. Et là, oui. » Et voire même, des fois, j'ai eu un entretien où j'ai une personne qui arrivait, un entretien d'aide au deuil. Hein, l'animal était décédé. Et en fait, on a refait le déroulé de l'histoire. Moi, je redemande aux gens de me raconter comment ça s'est passé, etc. Et cette dame-là avait de la culpabilité, ou en tout cas se posait beaucoup de questions sur le moment où son animal était décédé à la maison dans la nuit, pendant une nuit. Et elle avait beaucoup de questions par rapport à ça. Et en fait, quand je lui ai réexpliqué comment un animal décède, c'est tout exactement ce qui s'était passé au moment du décès cette nuit-là, où la dame avait stressée, savait pas comment se positionner, comment faire pour son animal. Au final, elle avait très très bien fait, elle avait su trouver ce qu'il fallait, comment se positionner, mais aussi de préparer les personnes à cette éventualité-là, tout comme je les prépare au choix de l'euthanasie et à comment va se passer une euthanasie. Et c'est ça mon travail, vraiment. Bon, j'ai un peu dévié sur la question. Sophie qui s'est connectée un peu à la fin. Écoute, Sophie, tu pourras regarder le replay parce qu'il va y avoir un replay. Raphaël, sont tout intéressant de te rapprocher de Florence Beaugrand à Oniris qui est en charge de mettre en place des enseignements autour de la fin de vie des animaux. Oui, merci Raphaël. Je comptais la recontacter en effet et j'ai co-encadré une thèse
pas l'année dernière, l'année d'avant avec Florence. Donc oui, je la connais déjà et elle me connaît aussi déjà. Mais avec plaisir pour discuter de ça autour des étudiants. Je sais que Jacques-Yves Deschamps, qui travaille dans votre service des urgences, et donc les urgences, on est souvent aussi en contact avec des fins de vie, avec des décisions d'euthanasie, en plus pris dans des situations des fois plus d'urgence, m'avait parlé de son intérêt, donc ça vaudrait peut-être le coup de refaire un petit tour de table avec les enseignants d'Oniris avec plaisir. Merci Pendant, je dois y aller. Bonne continuation. Merci Marine, qui est aussi vétérinaire. Karine, comment vous gérez le compagnon chien-chat de l'animal en fin de vie au moment de son départ? Peut-on parler de deuil pour lui? Bonne question aussi, Karine. Alors, et là, je le vois. Quand j'étais en clinique, en cabinet, je proposais tout le temps aux gens, s'il y a un autre animal à la maison, vous pouvez l'amener le jour de l'euthanasie. Les gens le faisaient jamais. Enfin, j'ai jamais eu un autre animal qui est venu en cabinet. Je pense que ils voulaient protéger l'animal de ça. Et en fait, oui, pourquoi pas, du stress aussi du cabinet. Mais à domicile, évidemment, les autres animaux de la maison sont présents et sont là. Et en fait, ce que je dis souvent aux gens, et vraiment, il y a des études scientifiques qui commencent à montrer, alors, c'est des études où il y a des critiques évidemment qu'on peut apporter parce que c'est des faits rapportés de propriétaires qui peut-être montrent, enfin, pareil, font de la transposition de leur propre deuil sur leurs animaux, mais quand même, il y a des études qui montrent qu'il y a plus de vocalisation chez les chats, des animaux qui mangent moins, qui dorment plus, qui sont plus apathiques, etc., après le décès d'un congénère. Et donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser le deuil des congénères, ou en tout cas, il faut le respecter. Et donc, du coup, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est comme moi, j'ai le temps aussi à domicile, à l'issue de l'euthanasie, je propose aux propriétaires des animaux, et moi, c'est sûr, je me recule en disant, on peut peut-être laisser le chat, l'autre chat de la maison, venir sentir, ou le chien. Et puis, après, j'ai des choses extrêmement touchantes, pareil. J'ai euthanasié une petite chienne berger qui s'appelait Flo et l'autre petite chienne qui avait le même âge. En fait, les gens les avaient achetées dans le même forum pour chiots il y a 14 ans ou 13 ans, je ne sais plus exactement. Et Fifine, elle est restée constamment collée à Flo pendant toute la procédure où j'ai tranquillisé Flo, où j'ai posé son cathéter, où les gens étaient autour. Fifine, elle est restée. Alors, le monsieur n'était pas autour parce qu'il était gravement malade et donc lui, il était dans son fauteuil. Mais Fifine, elle est restée vraiment contre sa petite chienne tout du long. Et même quand j'ai amené mon brancard, parce que Flo était un petit peu lourde à porter, puis comme je vous dis, j'étais avec des personnes qui étaient handicapées, donc moi j'ai utilisé mon brancard pour déplacer Flo dans une autre partie de la maison une fois qu'elle était décédée. Fifine est montée sur le brancard pour pas que je mette Flo dessus. Donc vraiment, et donc il a fallu la faire descendre doucement, la faire suivre le brancard, et finalement elle est montée dans le fauteuil pour se mettre à côté de son propriétaire, du monsieur. Et c'est comme ça que s'est fait la fin de l'interaction. Mais donc voilà, le domicile amène aussi ça, en effet, de pouvoir permettre ces interactions-là au décès. Merci beaucoup pour vos messages de soutien. Delphine qui était là. Alors Delphine, merci, elle ne doit plus m'entendre parce qu'elle a dû partir. Mais Delphine qui était ma première employeuse près de Rennes quand j'ai commencé à être véto en clinique, et avec une très belle expérience avec Delphine. Hop, Déborah. Oui, Déborah qui met un commentaire sur la communication animale qui est en effet complémentaire. Bon, des gens qui sont très gentils et qui me disent merci beaucoup. Donc moi aussi, Tim qui est là aussi, donc mon collègue aussi de Rennes, super. Écoutez, on va pouvoir se dire au revoir. Moi, je vous invite à revenir sur un prochain webinaire. N'hésitez pas à me contacter aussi par mail si besoin. Je partage autant que je peux dans le temps imparti que j'ai. Et puis voilà, je vous souhaite un bon après-midi et puis à bientôt, j'espère. Merci de votre présence. Merci Diane, merci Monica. Au revoir Déborah. À bientôt.